Véronique Paquis, on parle d'une maladie rare lorsqu'elle atteint moins d'une personne sur 2000, mais ces maladies sont particulièrement nombreuses. Combien en existe-t-il et combien de personnes en sont atteintes en France? Alors, on continue à en identifier tous les jours. On est à peu près environ 7000 maladies différentes qui ont une rareté plus ou moins grande. Il y a des maladies rares, relativement fréquentes, comme la mucoviscidose que tout le monde connaît, par exemple, c'est un patient sur 2500. Mais après, il y a des maladies beaucoup, beaucoup plus rares. 1 sur 1 million, voire 1 sur encore plus de personnes. Mais ce sont des maladies très nombreuses et même si elles touchent un tout petit nombre de patients pour chacune d'entre elles, c'est un véritable problème de santé publique puisqu'on considère qu'en France, on a plus de 3 millions de patients qui sont atteints de maladies rares, toutes maladies rares confondues. Peut-on déterminer l'origine de ces maladies et existe-t-il des traitements efficaces pour lutter contre elles? Alors, dans à peu près 80% des cas, c'est une origine génétique. Donc déjà, pour faire le diagnostic de ces maladies, il faut identifier le gène responsable. Et on a encore aujourd'hui un patient sur 2 qui n'a pas de nom sur sa maladie parce que le gène n'est pas identifié. Donc ce retard au diagnostic explique le retard sur tout le reste, la prise en charge et autres. Parce que pour trouver un traitement, la première des choses, c'est de trouver les mécanismes qui dysfonctionnent. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a 95% de ces maladies qui n'ont pas de traitement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour ces patients. Ça veut dire tout d'abord qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des prises en charge spécifiques qui, même si elles ne guérissent pas la maladie, sont très importantes pour les patients. Et puis, on est à l'ère des nouvelles thérapeutiques aujourd'hui avec ce qu'on appelle les thérapeutiques innovantes, alors par exemple la thérapie génique ou autre. Et on a des succès qui montrent que les thérapies arrivent aujourd'hui. Vous l'avez dit, face à ces maladies, l'un des grands problèmes réside dans la difficulté d'établir un diagnostic. Plusieurs plans nationaux se sont succédés pour lutter contre l'impasse et l'errance diagnostique. Ils ont débouché sur la mise en place de centres de référence maladies rares. Combien en existe-t-il au CHU de Nice? Il y en a 7 au CHU de Nice. Alors, il y a des centres qui sont présents depuis longtemps, depuis le premier plan maladies rares, mais là, depuis la dernière labellisation qui date de janvier dernier, on a 7 centres de référence maladies rares et on a aussi 58 centres de compétences. Alors, les centres de compétences n'ont pas du tout les mêmes missions, la même expertise que les centres de référence, mais ils aident au maillage territorial parce que pour des maladies extrêmement rares, si on a 2 centres en France, on ne va pas demander aux patients de traverser la France chaque fois qu'ils veulent voir un expert. Et donc, il y a des centres relais avec des médecins en contact avec les centres de référence qui jouent un rôle de centre de compétences et qui sont très importantes. Et sur le département, on en a 58. Et combien de personnes sont-elles suivies par ces structures à Nice et quelles sont les maladies rares les plus fréquentes sur la Côte d'Azur? Alors, en général, quand elles sont fréquentes sur la Côte d'Azur, elles sont fréquentes en France. On a les maladies rares en général qu'on trouve en France. En fait, les centres qui sont labellisés au CHU de Nice ne sont pas en fonction de la présence d'un nombre plus important de patients à Nice, mais ils sont liés à une expertise spécifique en termes de recherche. Donc à Nice, on a un centre sur la mucoviscidose. Alors, la mucoviscidose, c'est la plus fréquente des maladies rares, qui est dirigée par le professeur Sylvie Leroy. Un centre sur les maladies dermatologiques et notamment ce qu'on appelle des épidermolyses bulleuses, c'est ces enfants qui font des décollements cutanés. Donc ça, c'est le docteur Chiaverini. Un centre qui concerne le syndrome néphrotique, le rein, c'est le professeur Barbara Saispolsky. On a un centre sur la maladie de Charcot, c'est le docteur Marilène Soriani. Un centre sur les maladies rares neuromusculaires, c'est le professeur Sacconi. On a le centre que j'avais créé initialement, qui maintenant est dirigé par le docteur Cécile Rousier, qui est un centre qu'on appelle coordonnateur, qui est un centre un petit peu à part, c'est-à-dire que non seulement c'est un centre de référence, mais c'est en plus un centre qui coordonne les autres centres de référence. Donc ce centre, c'est un centre sur des maladies mitochondriales, qui sont des maladies métaboliques, des patients qui n'ont pas assez d'énergie. Et puis, il y a un centre à Lanval, qui est le centre dirigé par le professeur Florence Eskenazi sur les maladies rares à expression psychiatrique. Alors, quant à dire
dire le nombre de patients suivis, ça je suis incapable de vous. Les files actives de ces différents centres dépendent de la fréquence de la maladie en question. Alors bien sûr, par exemple, c'est la mucoviscidose où on a une file active la plus importante, mais pour vous donner un exemple, nous, en ce qui concerne les maladies mitochondriales, on a une file active à peu près de 600-700 patients par an. Pour renforcer le dispositif, on a par la suite créé des plateformes d'expertise maladies rares, dont la plateforme Résilience pour les Alpes-Maritimes et la Corse. Quelles sont ses principales missions ? Avec les différents plans nationaux maladies rares, on a mis vraiment une organisation en France qui nous est enviée un petit peu par tout le monde. L'Europe se calque un petit peu sur l'organisation française. Donc on a, vous l'avez dit, les centres de référence. On a ensuite ce qu'on appelle les filières de santé maladies rares. Elles ont le rôle de coordonner les différents centres qui ont un même point d'intérêt au niveau national. Et ensuite, les plateformes d'expertise maladies rares du type Résilience ont été créées en fait pour combler les trous dans la raquette. Parce que les centres de référence, les filières, tout le monde a les mêmes missions. Par contre, on comprend très bien que d'une région à l'autre, on a une organisation différente, on a des déserts médicaux plus ou moins importants, on a plein de régions locales qui font que l'accessibilité aux soins pour les patients va être plus ou moins compliquée. Et donc c'est pour ça que ces plateformes ont été créées pour coordonner en fait le diagnostic, la prise en charge, la recherche sur ces patients atteints de maladies rares au niveau loco-régional. Par exemple, nous, on n'a pas la même population et surtout on n'a même pas les mêmes professionnels de santé sur le littoral et dans l'arrière-pays. Donc une des missions de Résilience, ça va être d'aller mieux prendre en charge ces patients qui sont dans l'arrière-pays. Les plateformes, c'est vraiment pour combler les trous dans la raquette spécifiques aux régions. Est-ce que vous avez des premiers résultats dans l'amélioration du parcours de soins et la qualité de vie des patients et de leurs familles ? Au niveau de Résilience, c'est une plateforme qui est très récente, mais on a plein de projets en cours. Alors au niveau de la plateforme, on a des missions en soins, en recherche, en formation. Mais par exemple, dans le cas du soin, nous vraiment, la priorité, c'est de renforcer ces liens ville-hôpital. Parce que il y a 7000 maladies rares, les professionnels ne les connaissent pas. Et donc, nous, l'objectif, c'est de renforcer le lien ville-hôpital dans ce sens-là, pour que tous les professionnels de santé qui voient des patients en ville en se disant peut-être c'est une maladie rare, ils sachent exactement où s'adresser pour diminuer cette fameuse errance diagnostique dont vous parliez tout à l'heure. Déjà, on fait beaucoup d'actions pour que les professionnels connaissent les centres et nous connaissent. Et on a déjà une visibilité qui est beaucoup plus importante et qui facilite le lien ville-hôpital. Et puis après, un point très important aussi, c'est que quand un patient est diagnostiqué dans un centre de référence, il n'a pas vocation à passer sa vie à l'hôpital. Donc l'objectif, c'est qu'il puisse rentrer chez lui et qu'il ait à son domicile toute une série de professionnels particulièrement formés aux maladies rares. Et donc ça, c'est le sens hôpital-ville. C'est une action qu'on est en train de mener. On a déposé un projet pour créer un parcours maladies rares spécifique pour les enfants. Parce que déjà, les adultes, c'est pas simple. Mais alors, sur le plan pédiatrique, que ce soit l'insertion à l'école, que ce soit le bon kiné, c'est très compliqué. Est-ce que vous avez des objectifs pour favoriser la recherche et l'innovation également ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que l'intérêt en CHU, c'est parce qu'on fait de la recherche de haut niveau, qu'on va mieux prendre en charge ces patients qui sont extrêmement complexes. Et aussi, c'est parce qu'on s'appuie sur de la recherche de haut niveau qu'on va mieux former les professionnels de santé. Donc, au niveau recherche, une des premières choses qu'on a fait, c'est de mettre en place une coordination entre les centres de référence, les centres de compétences du CHU et les équipes de recherche qui travaillent sur des maladies rares au niveau de l'Université Côte d'Azur. On a 4 gros instituts de biologie et on a énormément d'équipes de recherche de très haut niveau qui travaillent sur des maladies rares. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait absolument aucune coordination. Donc ça, c'est une première chose qu'on met en place. On va créer à la rentrée des premières réunions cliniciens-chercheurs. C'est-à-dire que déjà, les cliniciens et les chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques vont se rencontrer, vont pouvoir faire des projets ensemble en collaboration. Quels sont les principaux progrès à attendre dans les prochaines années ? Déjà, il y a eu des progrès fantastiques en termes d'identification des gènes, dans la mesure où on a aujourd'hui toutes ces techniques de séquençage de haut débit qui font qu'on séquence un génome maintenant facilement. Avant, quand on avait un patient pour lequel on pensait à un gène, on séquençait un gène, et puis après un autre, et puis après encore un autre, et puis encore un autre, jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon. Maintenant, le séquençage au débit a complètement bousculé ça, et on a aujourd'hui une meilleure connaissance des gènes. Alors déjà, on peut mettre un nom sur la maladie, et puis on peut
peut d'ores et déjà, comme ce sont des maladies génétiques qui ont la particularité d'être des maladies familiales, on peut retourner vers la famille qui a déjà eu par exemple un premier enfant atteint pour lui dire sur la deuxième grossesse, il y a un risque de 25% que votre bébé soit encore atteint, mais on peut vous proposer un diagnostic prénatal pour éviter d'avoir un deuxième enfant atteint. Donc ça, c'est dans le cadre du diagnostic. Et maintenant, les grosses avancées viennent sur le plan thérapeutique, puisque en identifiant les gènes, en connaissant les mécanismes qui sont à l'origine de ces maladies, on peut trouver des stratégies thérapeutiques. Et puis à côté de ça, on a aussi des choses qui marchent, comme dans la mucoviscidose, parce qu'en comprenant la protéine anormale, quels sont ses dysfonctionnements, on peut trouver des traitements. Et maintenant, pour la mucoviscidose, on a des traitements qui ont complètement révolutionné le pronostic de ces patients. Voilà, donc les thérapies arrivent. Alors, il reste le problème des industriels de santé, parce qu'ils ne sont pas aussi intéressés pour une maladie qui touche une personne sur 1 million de la population générale que pour des patients qui sont atteints de cancer ou de diabète. Et donc, ça, c'est un frein actuellement. Voilà, il va falloir trouver des solutions sur le plan partenariat public-privé pour financer ces essais cliniques. Mais disons que le pronostic de beaucoup de maladies rares va être complètement transformé dans les années qui viennent. Et c'est déjà le cas pour certaines d'entre elles. Pour terminer, vous-même, même si vous avez un peu passé le relais, vous vous occupez plus particulièrement du centre de référence des maladies mitochondriales. Est-ce que vous pouvez nous préciser son rayon d'action et nous indiquer quels sont ses résultats depuis sa création, je crois, en 2006 ? Oui. Alors, les maladies mitochondriales, c'est des maladies qui ont beaucoup de retard sur les autres. Pourquoi ? Parce que les mitochondries, en fait, ce sont les usines de nos cellules. C'est-à-dire, elles fabriquent de l'énergie. Toutes les cellules ont besoin d'énergie. Donc les maladies mitochondriales, c'est la même cause chez un enfant qui va décéder très rapidement à la naissance et chez quelqu'un de 55 ans qui va se rendre compte qu'il a un diabète et puis une surdité et puis une association un peu bizarre qu'on avait mise sur le compte en gros du vieillissement. Donc c'est un spectre de maladies sur le plan clinique qui est énorme. Alors c'est des maladies sévères, neurologiques parce que c'est le nerf, le muscle, le cœur qui sont les plus gros consommateurs d'énergie. Donc c'est un spectre clinique très important. Et en plus, sur le plan génétique, c'est le seul exemple de maladie qui dépend non pas d'un seul génome, les gènes qu'on a dans nos noyaux, nos chromosomes, mais il y a aussi un deuxième génome qui rentre en compte, c'est le génome mitochondrial qui est transmis par les mères. Donc sur le plan clinique et génétique, ce sont des maladies extrêmement complexes qui ont donc beaucoup de retard par rapport aux autres encore qui ne sont pas très en avance. Donc nous, ce qu'on a fait au niveau du centre, on a fait énormément de travail sur le diagnostic, la prise en charge des patients, c'est couplé avec le service de génétique, puisque moi je suis chef du service de génétique au CHU et on a à la fois le côté clinique, on voit les patients, et aussi tout le côté laboratoire avec le fameux séquençage au débit dont je vous parlais tout à l'heure. On a beaucoup publié, on a identifié de nouveaux gènes, de nouvelles maladies. Et en lien avec l'équipe INSERM à l'IRCAN que je dirige sur ces maladies, on a aussi essayé de travailler dans la compréhension de ces maladies à visée thérapeutique. Par exemple, on a mis en évidence un nouveau gène qui est responsable d'une maladie mitochondriale, mais qui est aussi responsable de la maladie de Charcot. Et on a généré des nouveaux modèles et on a sorti des nouvelles thérapeutiques qu'on va tester sur les modèles qu'on a actuellement avant d'espérer faire un essai clinique. Donc voilà, c'est à la fois le côté très clinique de diagnostic, de prise en charge, et après le côté recherche, nous toujours parce qu'on est médecins à visée thérapeutique, et aussi le côté formation des professionnels, puisque par exemple, en décembre prochain, on fait une formation, ce qu'on appelle un diplôme d'université sur les maladies mitochondriales, pour des médecins de toute la France qui viennent se former sur ces maladies pour mieux les diagnostiquer et prendre les patients en charge.